bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Michel Dardour, le président du campus maçonnique, et je vous souhaite la bienvenue dans cette première conférence d'un cycle que nous avons voulu en commun avec l'Institut européen Emmanuel Levinas et l'Alliance israélite universelle. Je souhaite donc la bienvenue à tous les frères et sœurs de toutes obédiences qui sont présents. Vous savez que le campus maçonnique est une association multi-obédientielle, interobédientielle, qui regroupe tous les frères et sœurs qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de participer à cette nouvelle économie de la connaissance qui arrive aujourd'hui et qui ont envie de se cultiver un petit peu plus dans différents domaines. Vous savez que nous avons des cycles sur les grands mythes, sur l'histoire maçonnique, sur la philosophie, sur la psychanalyse. Et donc aujourd'hui, alors je voudrais aussi saluer toutes les invités qui ne sont peut-être pas maçons et maçonnes, mais qui sont les invités qui participent au titre de l'Institut européen Emmanuel Levinas et de l'Alliance israélite universelle. Donc, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons voulu en commun ce cycle avec l'Institut. Et pour cela, je vais demander à Gérard Rabinovitch, qui est philosophe et directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas, de vous faire une petite présentation de cette idée que nous avons eue de créer ce cycle qui est intitulé « Cycle sur l'éthique de la vie ». Voilà, c'est tout un programme. Gérard est philosophe, il a écrit de nombreux livres, il est directeur de recherche au CNRS et il va vous expliquer tout de suite pourquoi nous avons décidé de créer ce cycle sur l'éthique de la vie. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes. Je vois que vous êtes déjà très nombreux, plus de 115, et ça continue d'arriver. Donc, je vais passer la parole à Gérard Rabinovitch et ensuite, je vous présenterai notre invité, notre premier invité de ce cycle. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci, cher Jean-Michel. Et merci à toi et toutes mes amicales, très amicales et quasi fraternelles. Salutations à Alain Noël Dubar, que je me réjouis de retrouver pour cette occasion et d'entendre dans un petit moment le temps de me plier à l'exercice d'une ouverture pour ce cycle, espéré en effet prometteur. Depuis cet élan, identifié sous le nom générique des Lumières, on a pu penser la dite modernité comme la marche inéluctable d'une émancipation des obscurités de l'entendement, articulée à un progrès à flux constant des savoirs et des techniques. Une marche continue, précaire, certes, claudicante assurément, mais inéluctable. À compter du Bill of Rights britannique de 1689 jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un siècle après. Première décision fondatrice et symbolique de l'Assemblée nationale française, déclarée constituante, qui fut votée le 26 août de cette année-là et trouva son prolongement en 1793, se prépositionnèrent les cadres instituants d'une possibilité de vie bonne. Vie bonne, dont on sait qu'elle a fait l'interrogation de toute philosophie politique. Branche de la philosophie dont Léo Strauss disait qu'elle était la plus proche de la vie politique, de la vie non philosophique, de la vie humaine. Et qu'il commentait encore en posant que si des hommes font de l'acquisition, de la connaissance, de la vie bonne et de la bonne société leur but explicite, alors la philosophie politique venait à l'existence. C'est donc à une invitation à la philosophie politique que nous vous convions dans ce cycle pour jeter, dans l'année du déroulement de son programme, quelques linéaments à ce qui pourrait être une éthique de vie. Cette invitation soit portée en partage par l'Institut européen Emmanuel Levinas, institut d'enseignement universitaire dévolu aux humanités bibliques et juives, établissement de l'Alliance israélite universelle, comme l'a évoqué Jean-Michel, voué à l'éducation depuis sa création en 1860, et fleuron spirituel de ce qui a pu être nommé le franco-judaïsme, avec le campus maçonnique, semblera d'évidence. Pas seulement au motif surplombant d'une figure initiatrice et instauratrice commune, celle d'Adolphe Crémieux, auquel nous consacrerons des journées en partage de salutations l'an prochain,
mais encore en écho à cette belle peinture allégorique due au peintre et illustrateur Jean-Jacques François Le Barbier, dont qu'on peut admirer au musée Carnavalet à Paris, qui unit la reproduction de la Déclaration des droits de l'homme au motif graphique de la représentation convenue des tables de la loi mosaïque et à la symbolique de l'œil maçonnique dans son triangle rayonnant. Il y a là la trace d'un signe, celui d'une scène originelle qui consonne également avec celle des Founding Fathers, des pères fondateurs des États-Unis, chers à Hannah Arendt. La même scène qui servit de socle aux puritains anglais du XVIIe siècle. C'est celle de l'épopée mosaïque de l'Exode, de la sortie d'Égypte, comme scène originelle des pastorales du politique et métaphore politique de la délivrance de la servitude et de la tyrannie. Elle ne raconte pas le passage au royaume du Messie, comme le soulignait Michael Walzer dans De l'Exode à la liberté, mais plus modestement, sérieusement et lucidement, celui de la sortie de l'esclavage en Égypte vers la réception d'une loi en tentative garante d'humanisation pour une terre et un temps universel où les hommes puissent vivre dans leur dignité d'homme. De cet élan, initialement invoqué, dans sa reprise collective, sont nées les libertés publiques, droit de se syndiquer, liberté de la presse et de la librairie, droit d'association, l'instruction publique, l'école publique obligatoire, voire gratuite, la santé publique avec des politiques institutionnelles et puis les découvertes contre les maladies épidémiques, la réglementation du travail, à commencer par la limitation, voire l'abolition de celui des enfants, les droits de la guerre, interdiction des largages d'explosifs par ballon, de l'emploi de projectiles répandant des gaz asphyxiants, la sauvegarde des populations et belligérants sous le principe des droits des gens, l'émancipation des minorités nationales, incluant l'émancipation des populations juives en Europe, etc. Tout cela, bel et beau. Alors, quid des horreurs de la Première Guerre mondiale, des épouvantes de la Seconde, des totalitarismes qui signent la permanence de la cruauté des puissants, gangsters, nazis, bureaucrates staliniens, et l'attirance des masses pour leur propre servitude. Déjà, dans l'ombre des Lumières, dès la seconde moitié du XIXe siècle, à travers l'Europe, drapée des locutions prometteuses des Lumières et se soutenant de son lexicon, on assiste en interaction avec un scientisme idéologique rayonnant et avec un éventail d'idéologies politiques du ressentiment et de la haine, à l'apparition de tout un nouveau lexique, imbibé d'exclusion, d'éradication, d'anéantissement. Apparaissent, se constituent et s'entrelacent racisme, dégénérescence, euthanasie, eugénisme, extermination, antisémitisme, entre autres. Mais aussi prennent forme les premiers camps de concentration au Transvaal en 1901, les exterminations de masse, Herero et Nama en Namibie entre 1904 et 1908, les bombardements aériens de populations civiles en Tripolitaine en 1911-1912, qui prennent leur marque pour l'avenir. Quant aux pogroms contre les populations juives, ils s'installent dans leur rémanence issue du Moyen-Âge à partir de 1881 pour se répéter de 20 ans en 20 ans. 81, 82, puis 1903, 1906, et puis 1919, 1921, jusqu'à leur systématisation exterminatrice industrielle dissimulée derrière les fracas de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'éclat de la supériorité de la science et de la technique qui a pris la place des ressources normatives religieuses antérieures, un autre monde dessine ses traits. Il n'est pas hétéronome aux différentes oppositions antidémocratiques. La science y est réquisitionnée contre le christianisme. Le paganisme y est convoqué contre le judaïsme. S'esquisse alors, à travers l'Europe, un autre paysage culturel, fait de brutalisation croissante et d'un motif de langage fortement chargé de morbidité, cruauté, sadisme, perversité et d'apathie. Il a montré son premier plein panorama dans les champs pilonnés et saccagés des batailles de la Première Guerre mondiale. Une constellation obscure avait donc prononcé la négation des promesses des Lumières. Qui n'en auraient pas cru ceux qui se découvraient de leur sein en antinomie. Une carence éthique des Lumières avait laissé œuvrer en silence avant de surgir en rugissant un mal qu'elle ne voulait pas savoir.
Comment comprendre autrement Goethe, oui, le grand Goethe, lorsque dans une lettre à Herder, après la lecture de La religion dans les limites de la simple raison de Kant, il s'indignait de l'idée posée d'un mal radical. Je le cite. Kant, après avoir passé une longue vie d'homme à décrasser son manteau philosophique de toutes sortes de préjugés qui le souillaient, l'a ignominieusement sali de la tâche honteuse du mal radical, afin que les chrétiens eux aussi se sentent engagés à en baiser le bord. Et ailleurs, Schiller, au même motif, Kant n'a rien fait d'autre que de rapetisser l'édifice pourri de la sottise. Et comment comprendre la surdité des penseurs, des politiques émancipatoires, aux avertissements d'Edmund Burke dans ses réflexions sur la Révolution française? Là aussi, je le cite. Nous ne savons pas tirer de l'histoire toutes les leçons morales qu'elle comporte. L'histoire se compose en effet, dans sa plus grande partie, de tous les malheurs qu'ont apporté aux hommes l'orgueil, l'ambition, l'avarice, la vengeance, la convoitise, la sédition, l'hypocrisie, le zèle sans frein et toute la kyrielle des appétits déréglés qui ébranlent la cité, de ces tempêtes dont la furie secoue la vie privée et ne laisse rien d'autre de la douceur de vivre. Il citait pour ces derniers mots le poète élisabétain Edmund Spenser dans son célèbre poème épique La Reine des Fées de 1596. Poursuivons encore un peu avec lui, avec Edmund Burke, dont, pour qui ne le serait pas ici, il n'est peut-être pas anodin de rappeler en passant qu'il était en Angleterre membre de la loge maçonnique nommée Jérusalem. Ce sont les vices, dit Burke, qui sont les causes de ces tempêtes. La religion, la morale, les lois, les prérogatives, les privilèges, les libertés, les droits de l'homme, tout cela n'est que prétexte. Les dits prétextes sont toujours présentés sous l'apparence spécieuse d'un bien véritable. Vous ne guéririez pas le mal en décidant qu'il n'y aura plus ni monarque, ni ministre de l'État ou de l'Évangile. Vous pourriez changer les noms, mais les choses subsisteraient sous une forme ou sous une autre. Burke poursuivait. Les sages chercheront à remédier aux vices réels et non aux dénominations, aux causes permanentes du mal et non aux organes occasionnels par lesquels elles agissent, ni aux formes fugitives sous lesquelles elles se manifestent. Faire autrement, c'est se montrer grand docteur de l'histoire, mais un nigaud dans la pratique. Il est rare, en effet, que d'une époque à l'autre, les mots ne changent pas de forme et qu'on puisse s'en tenir au même prétexte. Car, il le souligne, le mal est inventif. À peine l'avez-vous découvert sous tel accoutrement qu'il en a déjà changé. Le même vice s'incarne dans un corps nouveau. L'esprit a transmigré. Et loin que ce changement d'enveloppe nuise à sa vitalité, on dirait qu'il y retrouve une nouvelle jeunesse et de nouvelles formes et de nouvelles forces. Pendant que vous croyez clouer sa dépouille au gibet ou démolir son tombeau, il se répand partout ailleurs et poursuit librement ses ravages. Vous vous laissez effrayer par des revenants et des fantômes alors que votre maison sert de repère aux brigands. C'est ce qui arrive à ceux qui ne s'arrêtent aux apparences de l'histoire, à son enveloppe extrême, et qui, sous couleur de la haine que leur inspirent les mauvais principes des partis décrépits du passé, ils autorisent et nourrissent les mêmes vices odieux dans les factions du présent qui sont peut-être encore pires. On comprend, en prolongement de cette interpellation, la faille des Lumières, leur point aveugle, si on peut dire. Il se situe là. Le progrès de l'humain dans l'homme et le progrès des sciences et techniques ne marchent pas d'un même pas. La délivrance de la tyrannie réjouit, mais il est des émancipations mauvaises qui laissent le passage, ouvrent le frayage à la destruction. Il est des libertés sans conscience, foncièrement liberticides. Burke en appelle à une anthropologie réaliste, non lénifiante, désenchantée par évidence, lucide par nécessité. Il nuance les espérances enfantines d'une désillusion éprouvée et suggère déjà de faire passer la question du mal rémanent, ringardisé,
de la métaphysique à l'anthropologie. À sa façon, il retrouve les fondamentaux anthropologiques intuitifs du Tanakh, de la Bible. A-t-on assez pris la mesure que le Pentateuque, récit de la révélation, consigne simultanément tous les errements humains et inventorie les engendrements ineffaçables qu'il provoque? En clinicien, postérieurement, Sigmund Freud, sondant les paramétrages dynamiques de la psyché humaine, ne le démentira pas. Il identifiera l'enjeu métapolitique du destin humain sous la figure d'un combat entre Eros et Thanatos, désignés en métaphorisation comme deux puissances célestes. Deux forces entrecroisées dans un nuage indémêlable, s'affrontant pour prendre chacune l'ascendant sur l'autre, dont il nous avertit même que l'on ne peut dire laquelle des deux l'emportera au final. D'un côté, une attirance morbide, une aimantation pour l'obscur, une séduction du délétère, une créativité cruelle. De l'autre, des pousses de vie bonne, de solidarité empathique, de créativité maturante et d'inventivité élevant l'esprit. Écho, revisité par la raison savante, de l'injonction deutéronomique du chapitre 30 qui nous sert pour ce cycle de frontispice. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal devant toi. 30-15. J'ai placé devant toi ou en toi, la traduction pourrait être meilleure en toi, j'ai placé en toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie. 30-19. Dans l'entrelacement des conférences de nos invités, dans les mises en résonance des leçons des moralistes français du XVIIe avec celles du Talmud, les enseignements de Camus avec ceux de Maïmonide, dans la salutation aux justes de France comme aux grands esprits éthiques de la République, dans l'inspiration de la recherche spirituelle maçonnique et avec celle du Sinaï, pour quelques exemples du parcours conçu avec Jean-Michel Dardour en jonction et en conjonction des enseignements d'un humanisme lucide et de ceux du monothéisme éthique, nous allons tâcher de poser quelques perspectives pour les conditions d'une bonne éthique de vie. Le philosophe Günther Anders proposa un jour de remanier, à l'expérience du XXe siècle, le commandement du Lévitique 19-18, en le reformulant « aime ton prochain comme toi-même », en le reformulant « inquiète ton voisin comme toi-même ». J'irai chez un de ses contemporains et compagnons de vigilance, le philosophe francfortien Max Horkheimer, trouver la réactualisation de la sentence deutéronomique que je viens de citer. Attendre le pire et tenter quand même le bien. C'est tout l'esprit de ce cycle qui commence. Bien, merci Gérard pour cette introduction extrêmement importante de ce cycle que nous avons voulu ensemble, et merci de m'avoir donné l'opportunité de proposer le premier conférencier, puisque nous allons alterner des conférenciers du campus maçonnique et des conférenciers de l'Institut Lévinas, avec grand plaisir. Et donc, nous nous retrouverons, je le dis à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tous les deuxièmes mardis du mois à 19h30. Donc, c'est facile à retenir. Le cycle commun sur l'éthique de la vie aura lieu tous les mois, le deuxième mardi du mois. Eh bien, pour cette première conférence, j'ai demandé à Alain Noël Dubar, qui a été un grand maître de la Grande Loge de France, de bien vouloir, puisqu'il a été beaucoup question dans cette introduction du mal et du mal radical, eh bien, de nous poser, comme tu le disais Gérard, les perspectives de cette éthique de vie en nous parlant de la vie bonne comme objet de la philosophie, mais aussi de la franc-maçonnerie. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions avec l'onglet « Discuter » pendant la conférence, et nous nous retrouverons après la conférence pour poser les questions que vous avez bien voulu écrire dans l'onglet. Sans plus tarder, cher Alain Noël, je te laisse la parole. Merci. Merci bien. Tout d'abord, merci à Gérard, merci à Jean-Michel, et puis merci à tous ceux qui vont nous écouter.
Merci également à cette collaboration qui s'est instaurée sous la conjonction de Gérard et de Jean-Michel entre la franc-maçonnerie et l'Institut Emmanuel Lévinas, car cela me semble prometteur. Deux questions se posent d'emblée. Pourquoi une collaboration entre l'Alliance israélite universelle, car c'est bien de cela dont il s'agit, et la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a des rapports de connivence étroits? Oui, sur un plan philosophique, indiscutablement. L'Alliance israélite universelle se propose de faire une éducation quelque part pour les Israélites, mais pas seulement. La tradition du peuple juif, du peuple hébreu, c'est de vivre une singularité extrêmement particulière, mais en même temps de ne pas se refermer sur lui-même, mais d'ouvrir cette singularité vers l'universel, de faire en sorte que cette singularité puisse être partagée par tous. Eh bien, il en est de même de la franc-maçonnerie, qui, dans essentiellement l'hémisphère occidental, développe une singularité particulière, mais qui est celle de la construction des édifices dans le temps jadis, de la construction de soi aujourd'hui, mais également de la construction de la société, et qui vise à partager cette construction, cette volonté de construire, qui vise à partager la méthode de la construction avec tout le monde. Et donc une conjonction entre les deux modes de pensée qui est plus étroite qu'on ne peut l'imaginer. Pourquoi ensuite avoir choisi un ancien grand maître d'une obédience pour commencer ce cycle? Ça, la question appartient à Jean-Michel. Mais je sais que c'est un autre ancien grand maître que j'estime beaucoup, Alain Boer, qui va terminer ce cycle également dans quelques mois. Et peut-être tout simplement qu'il y a là aussi entre le judaïsme, qui comporte des conceptions métaphysiques, peut-être, mais qui se préoccupe toujours de choisir ce qu'il y a de bon dans la vie et de magnifier la vie elle-même, et dans la franc-maçonnerie, qui elle ne se préoccupe pas du tout de conceptions métaphysiques, qui se préoccupe de développer le libre choix de chacun, de développer l'enseignement, de développer ce que chacun peut faire. Il y a là également un parallélisme très étroit entre la pensée et surtout entre l'action. Voilà ce que je voulais dire en préambule, et bien entendu, je suis amené à reparler du Deutéronome 30-15. Je ne vais pas reciter ce qu'a dit Gérard, 30-15 et 30-18, parce que vous venez de l'entendre. Quelque part, le 30-19 est passionnant. J'en prends un témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la terre. Cela commence comme ça. C'est la vie et la mort que j'ai mise en vous. C'est la bénédiction et la malédiction. On n'a pas la même traduction exactement. Tu choisiras la vie. Et ça se termine par « pour que tu vives, toi et ta descendance ». Et la chute de la phrase me semble fondamentale. Le choix de la vie s'adresse à l'individu, mais il s'adresse également à la descendance de l'individu, c'est-à-dire symboliquement à l'ensemble de l'humanité. C'est toute l'humanité qui doit choisir la vie contre la mort. Deuxième chose qui est importante, c'est que ce passage du Deutéronome ne se situe pas au début, il se situe tout à fait à la fin. Deutéronome, c'est la deuxième loi, c'est le 5e livre du Tanakh. Il se situe alors que Moïse arrive devant la terre promise où il ne pourra pas rentrer, et où il va confier la mission de conduire le peuple à Josué, et c'est quelques instants avant que Moïse ne meure sur le mont Nebo. C'est-à-dire que le choix, les paroles qui en principe sont dictées par l'Éternel à Moïse, mais qui en fait en pratique sont les paroles de Moïse à son peuple et à son successeur Josué, c'est de dire au peuple hébreu, qui va rentrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, et de dire à Josué qui va conduire ce peuple, tu choisiras la vie ici et maintenant. C'est la vie des hommes qu'il faut choisir. L'Éternel nous parle, mais c'est la vie des hommes qu'il faut choisir. Voilà ce que je voulais dire en préambule sur ce sujet. Alors se poser la question de la vie bonne, et commencer un cycle de conférences sur l'éthique de la vie, c'est d'abord tenter de définir ce qu'est la vie bonne. En première approximation, on pourrait dire certainement que c'est se considérer, c'est se dire que chaque homme peut, ici et maintenant, devenir le maître de sa vie. La plupart des philosophes sont d'accord avec ça. Je pense que les penseurs religieux ne sont pas forcément d'accord avec ça. Mais tous les philosophes sont d'accord sur cette enveloppe. Tous les philosophes ne sont pas d'accord, par contre, sur la manière d'y parvenir.
Et je reprendrai, j'avais repris sur un petit texte que j'avais écrit, mais ce que vient de dire Gérard il n'y a pas longtemps, on observe actuellement dans notre société moderne une dissociation profonde entre la science et la philosophie, ou entre la science et l'éthique, ou entre la science et la morale. Ces deux disciplines avaient avancé conjointement dans l'Antiquité grecque, la Renaissance et le siècle des Lumières. L'idée de perfectionnement nécessitait des connaissances scientifiques et des avancées éthiques, et cette idée était inscrite au cœur de ces trois périodes fondamentales de l'histoire de l'humanité. Par contre, au XXe siècle, qui s'est ouvert en 1914 avec la première grande guerre civile européenne et qui semble s'être terminée en 2001, à 9/11, le 11 septembre, ce XXe siècle semble avoir eu raison de cette certitude de progrès indéfini, telle que l'avait annoncé Condorcet et telle que tous les penseurs des Lumières le pensaient. L'idéologie du progrès qui devait amener le bonheur a fait faillite, ou semble avoir fait faillite. Les raisons de vivre semblent avoir disparu. Il reste bien sûr les idéologies religieuses, toujours meurtrières. Il reste l'islamisation d'aujourd'hui qui s'inscrit dans le droit fil des précédentes. Et beaucoup se réfugient alors dans le développement personnel, cherchent tel ou tel gourou. Actuellement, on ne dit plus gourou, on dit coach, c'est beaucoup plus moderne, mais c'est la même chose. On cherche à l'extérieur de soi-même quelqu'un pour diriger sa vie. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Chercher une religion pour diriger sa vie ou chercher un coach pour la diriger, c'est toujours ne pas chercher à la diriger soi-même. Alors, il reste, pour ceux qui ne cherchent pas trop cela, il reste la quête de l'abondance matérielle, la quête effrénée de l'abondance matérielle, de l'usage et de l'usure des choses, plutôt que de l'usage et du développement de sa propre pensée personnelle. Je crois qu'il convient de se souvenir de ce qu'écrivait Hannah Arendt, qui a été citée tout à l'heure, dans son journal de pensée, qui est paru au Seuil en 2005, mais qu'elle a écrit en 1951. Elle mettait en évidence la fracture qui existait entre la mentalité moderne et celle des Grecs de l'époque classique, qui avaient inventé l'idée de la vie bonne et le souci du bonheur. Hannah Arendt écrivait ceci, je vais vous le lire très précisément. « La passion, to make the world a better place to live in. » La passion de faire du monde une meilleure place pour y vivre, a modifié le monde, mais a également eu pour conséquence qu'au cours de ce processus d'amélioration, tout le monde a oublié ce que veut dire to live. Ainsi, les Américains, elle parlait de la civilisation américaine en 1951. 1951, c'est 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les Américains vivent-ils effectivement dans le meilleur des mondes possibles, tout en ayant perdu la vie elle-même. Point, elle concluait, c'est l'enfer. Nous sommes en 1951, 60 ans plus tard, l'enfer que décrivait déjà Hannah Arendt est bien présent. Parce que la folie consumériste qui n'existait pas à l'époque s'est vraiment installée dans le monde, et ce diagnostic prémonitoire conserve donc toute sa vigueur. Le problème de l'eudémonia, comme le disait Aristote, de la vie bonne, a disparu de la conscience occidentale. Notre civilisation ne se préoccupe plus du salut de l'âme, ni du bonheur de vivre, mais plus prosaïquement des biens matériels à l'obsolescence programmée, et se préoccupe de plus en plus d'un puritanisme moral qui s'impose de plus en plus. Et pourtant, l'idée de bonheur revient inlassablement, au moins dans les consciences inquiètes ou dans les consciences éclairées. Alors, comme d'habitude, dans ces temps d'obscurité qui s'annoncent, il faut avoir recours aux Grecs, qui les premiers ont posé les problèmes et qui, à mon sens, ont exploré toutes les solutions possibles, aussi diverses soient-ils. Mais toute leur philosophie, partagée comme la volonté de vivre mieux, la vie bonne, avec une exigence incomparable de lucidité. Aux francs-maçons peut-être, et au moins à tous les esprits libres, de faire preuve de cette même lucidité en mettant résolument de côté les passions religieuses et les vendeurs de philosophie de pacotille. Alors quelque part, commençons par le bon maître. Celui que j'appelle le bon maître, c'est Aristote. Aristote qui, le premier,
a inscrit dans l'éthique à Nicomaque ce que c'était que le vivre bien, ce que c'était que la vie bonne. Et l'éthique à Nicomaque s'ouvre par la réflexion première et essentielle au sujet du bien suprême. Je vais vous le lire très simplement. C'est le début des préambules, puisque les préambules s'écrivent au pluriel en grec. Toute technique et toute démarche méthodique, mais il en va de même de l'action et de la décision, semble viser quelque chose de bon. C'est pourquoi l'on a cette belle déclaration, le bien, c'est la visée de tout. Néanmoins, une certaine différence apparaît entre les fins. Tantôt, en effet, ce sont des actes, tantôt des œuvres qui s'en distinguent. Or, quand certaines fins sont distinctes des actions, les œuvres sont alors un bien naturellement supérieur aux actes. Distinction capitale entre les actes et les œuvres. Vous avez là toute la problématique de l'éthique à Nicomaque qui commence et toute la problématique, au fond, de la vie bonne. La vie bonne, donc, ça consiste à rechercher le bonheur. À rechercher le bonheur, et Aristote va, dans l'éthique à Nicomaque, mais dans l'éthique à Eudème et dans la grande éthique, différencier un certain nombre de critères. Il serait trop long de les énumérer. Critères de l'amitié, critères de la bonne fin, critères des bonnes mœurs, etc. Il va surtout se pencher sur, ou du moins le franc-maçon que je suis va se pencher plutôt sur deux éléments essentiels qui sont la vertu et la justice. Tout simplement parce qu'on les retrouve dans le parcours maçonnique, et j'en parlerai tout à fait à la fin de l'exposé. Ces deux caractéristiques sont fondamentales. La vertu, c'est bien évidemment la vertu de distinguer, la vertu de classer, la vertu de savoir ce que l'on cherche, la vertu de savoir comment chercher le bonheur. Le bonheur, c'est, ou le bien. Aristote ne fait pas tellement de distinction entre le bien et le bonheur. Le bien, c'est ce pourquoi on exécute tous les actes de sa vie. Le bonheur, c'est quelque chose qui se suffit à lui-même. Le bonheur paraît quelque chose de final et d'autosuffisant, étant la fin de tout ce que l'on doit exécuter. Le bien est en rapport avec l'office naturel de l'homme. C'est-à-dire qu'Aristote pense que la vision finale de l'homme, c'est bien sûr le bonheur, c'est bien sûr le bien, et que l'homme est fait pour vivre en cité. Il dira quelque part « zoon politikon », l'homme est un animal politique, non pas au sens de la politique d'aujourd'hui, mais zoon politikon, c'est un animal qui vit dans la cité, et qui ne se réalise que dans la cité. L'homme ne peut pas se réaliser seul, il vit en société, et c'est en société qu'il peut se réaliser, se construire, et construire la société des hommes. Le bonheur est différent, bien sûr, selon les domaines techniques, mais il n'existe, et c'est important, il n'existe que s'il suit une certaine mesure, s'il est capable de se mettre dans une position du juste milieu entre le trop, l'excès, et le trop peu, l'insuffisant. Les biens de l'âme sont également de cet ordre-là. Le bonheur n'est possible que pour ceux qui agissent, et cette phrase est fondamentale, le bonheur n'est possible que pour ceux qui agissent selon la justice et selon la vérité. Enfin, élément que reprendra bien sûr par la suite Montaigne, le bonheur dépend de nous, peut-être de vertu, peut-être divine, mais plus certainement de par l'exercice et l'apprentissage du bonheur lui-même. C'est simplement le résultat de l'apprentissage qui est divin. Pour Aristote, le bonheur n'est pas d'origine divine, c'est le fait de le chercher, de le travailler, de faire de l'exercice par soi-même. C'est l'homme qui peut faire en sorte que le bonheur devienne divin. Voilà ce que Aristote nous dit du bonheur. Concernant la vertu, il nous dit que cette vertu ne peut pas s'acquérir par l'enseignement, à la différence de son premier maître Platon. Il nous dit que la vertu s'acquiert par l'habitude et par l'exercice, par l'usage qu'on en fait. La nature apporte certes des capacités, mais c'est seulement en faisant les exercices que l'on va acquérir la possibilité de la vertu. Vous savez bien que une expression que vous connaissez certainement, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, que tout le monde connaît. Oh, c'est tout simplement Aristote qui l'a cité le premier. Et donc là, l'acte de vertu est différente de
L'action vertueuse est différente de l'action technique. La technique produit des œuvres qui contiennent en elles-mêmes leur perfection, mais l'action vertueuse, elle nécessite du sujet qui la pratique, elle nécessite plusieurs caractéristiques qui se retrouvent dans la franc-maçonnerie. D'abord, elle nécessite de savoir, d'avoir une connaissance de ce que l'on fait. Elle nécessite ensuite de vouloir mettre en place cette action, de vouloir la réaliser. Elle nécessite donc de décider que l'on va faire quelque chose, et enfin elle nécessite ce que l'on a tendance à oublier, il ne suffit pas de penser, il faut agir. La vertu ne peut se concevoir que si elle est réfléchie, que si elle est voulue, et que si elle se transforme en action. Il y a dans un rituel maçonnique que tout le monde connaît, quelque part, s'ouvre pour le franc-maçon le vaste domaine de la pensée et de l'action. N'allez pas chercher beaucoup plus loin. Cette petite phrase, ça se situait déjà dans Aristote, dans l'éthique à Nicomaque. Le deuxième élément essentiel que nous propose la réflexion d'Aristote, c'est sur la justice. La justice, vous connaissez tous les différentes catégories de justice, je ne vais pas toutes les détailler. La justice arithmétique, la justice distributive, la justice proportionnelle. Mais l'élément essentiel, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir ce à quoi il a droit. Et il y a plusieurs manières de comprendre ainsi justice et injustice. Et la distinction qu'Aristote va faire progressivement, c'est celle qui va opposer ce qui est légal à ce qui est équitable. Le légal n'est pas l'équitable. Si l'on examine d'abord ce qui est injuste, on pourra dire d'un individu qu'il est injuste parce qu'il transgresse la loi, mais aussi parce qu'il est injuste parce qu'il peut être inéquitable. C'est-à-dire que transgresser la loi, c'est commettre une injustice, mais on peut ne pas transgresser la loi et être inéquitable et commettre une injustice qui peut être supérieure. Le légal n'est pas l'équitable. Il en résulte que ce qui est juste, ce qui est, pour Aristote, c'est ce qui est légal, mais aussi ce qui en même temps doit être équitable. Si quelque chose est seulement légal, on n'est pas de l'ordre de la justice. Et la réponse du philosophe se situe en fait sur le point de savoir ce qui assure le bonheur, c'est-à-dire la vie bonne. Et cette vision surplombante de la justice permet d'affirmer, et c'est le nœud central de l'éthique à Nicomaque, c'est que la justice est une vertu qui résume en elle-même la vertu tout entière et donc toutes les autres vertus. Il n'y a aucune vertu possible s'il n'y a pas la justice qui les englobe toutes. Voilà ce qu'Aristote, brièvement cité, peut nous apporter sur la vie bonne. Il faudrait détailler l'ensemble de l'éthique à Nicomaque, mais ce n'est pas le lieu ici. Que va-t-il se passer au cours des siècles suivants ? L'Antiquité grecque va disparaître, elle va réapparaître à la Renaissance lorsque les philosophes, les savants, les scientifiques, les philosophes de Constantinople vont revenir après l'invasion turque et la prise de Constantinople en 1453. Ils vont rapporter la connaissance de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité hébraïque. Et les antiquités et les études vont se faire sur Platon, sur Aristote, sur Reuchlin, etc. On va redécouvrir toute une pensée qui avait été perdue et qui était soigneusement occultée par la scolastique de la Sorbonne et la scolastique de l'Église catholique de l'époque en Europe occidentale. On va passer rapidement, on va sauter carrément à la période contemporaine. Cette notion de la vie bonne revient chez un philosophe que vous connaissez tous, qui a été cité abondamment ces temps-ci pour d'autres raisons, qui s'appelle Paul Ricoeur. Et c'est de cela dont je voudrais parler pour le centre de cet exposé. Si Aristote a développé le premier la condition nécessaire pour atteindre la vie bonne, c'est-à-dire le bonheur, il l'envisage essentiellement dans le cadre de la vie individuelle, c'est-à-dire celle du citoyen qui se forme et qui peut atteindre en autosuffisance cette dimension qu'Aristote qualifie de divine qu'est le bonheur. Humains sur Terre, d'autres penseurs comme Épicure ou les Stoïciens se préoccupèrent de trouver également la même chose. Et c'est seulement à partir de la période contemporaine que l'on commencera à se poser la question du bonheur sur un plan plus collectif. Bien évidemment, c'est
en partie aux États-Unis que la réflexion va commencer. On pourra bien sûr citer John Rawls avec la théorie de la justice en 1975, son condisciple, son collègue à Harvard par contre, Richard Nozick, qui va écrire aussi en 1976, et puis on peut sortir Ronald Dworkin, MacIntyre. Et en France, c'est Paul Ricoeur qui est essentiel et que l'on connaît mieux parce que peu de gens ont lu la théorie de la justice et quasiment personne n'a lu les écrits de Richard Nozick ou de MacIntyre. Ce n'est pas le lieu de faire l'exégèse de l'ouvrage de John Rawls, la théorie de la justice qui est paru en 1975, mais simplement peut-être de nous en approcher par l'intermédiaire de Paul Ricoeur. C'est dans Soi-même comme un autre qui a été écrit en 1990 et surtout dans Le Juste qui a été écrit en 1995, qui est d'une lecture plus facile, que les réflexions sur la vie bonne ont été reprises par Paul Ricoeur. Et ce n'est pas par hasard si les premières lignes de l'ouvrage sont une citation du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque. Et je vais vous lire cette citation qui est, à mon sens, fondamentale et qui va vous éclairer beaucoup plus que ce que je vous ai dit sur Aristote. Ça tient en 5 lignes. Voilà la citation que fait Paul Ricoeur de l'Éthique à Nicomaque. L'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général qui s'y applique avec certitude. On voit ainsi clairement ce qu'est l'équitable, que l'équitable est juste et qu'il est supérieur à une certaine sorte de justice. Et toute la démonstration que va faire Paul Ricoeur, le terrain sur lequel il va nous emmener, c'est-à-dire le terrain de la justice et du juste sur le plan collectif, part de l'Éthique à Nicomaque. Que va nous dire Paul Ricoeur ? Il va nous dire assez simplement, et je vais être très schématique, il va reprendre la formule aristotélicienne, mais pour l'ouvrir au domaine du collectif. Souhait d'une vie, là je cite Ricoeur, souhait d'une vie accomplie avec et pour les autres, dans des institutions justes. La justice fait partie intégrante du souhait de vivre bien. En somme, et c'est toute la théorie de soi-même comme un autre, il faut vivre dans des institutions justes, c'est du même ordre de moralité que l'accomplissement personnel dans la vie bonne. Paul Ricoeur, la première question d'ordre moral n'est pas « que dois-je faire ?» ce que disait Kant, mais « comment voudrais-je mener ma vie ?» Il va donc prolonger la pensée d'Aristote pour lequel la visée du bonheur ne se limitait pas à l'individu, mais dans le milieu de la cité elle-même. La formulation est quasiment identique chez Hannah Arendt. C'est dans L'Intéressé que le souhait de vivre bien achève son cours. Je cite, « C'est comme citoyens que nous apportons le souhait de vivre dans des institutions justes, et ce souhait de vivre dans des institutions justes ne signifie pas autre chose que la vie bonne. » Au niveau supérieur, Paul Ricoeur va nous faire une schématisation sur un axe horizontal et sur un axe vertical. L'axe horizontal, c'est tout simplement les relations que l'on peut avoir les uns avec les autres, les relations d'amitié, les relations d'amour, mais il va faire apparaître l'existence d'un axe vertical sur lequel les principes vont se superposer les uns après les autres. C'est ainsi que le premier principe, c'est le principe la notion du bon. La notion du bon, c'est la première question d'ordre moral qui n'est pas « que dois-je faire ?» mais « comment faire ?» Et la formulation va être identique. C'est un principe qui est d'ordre téléologique, c'est-à-dire une finalité, c'est la finalité aristotélicienne. Rien de plus et rien de moins. Mais au-dessus de la vie bonne, Paul Ricoeur va faire apparaître un deuxième prédicat, un deuxième principe, qui est celui de l'aspect légal des choses. Et là, on rejoint la formulation kantienne, une formulation qui est déontologique, c'est-à-dire ce n'est plus ce que tu dois faire pour la finalité, c'est ce que tu dois faire pour toi parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire son devoir parce que c'est le devoir. Ceux qui sont francs-maçons doivent reconnaître quelque part une formulation qui se trouve dans des rituels
Je pense que beaucoup ne savent pas que c'est une formulation de Kant, mais c'est cela la réalité. Faire son devoir parce que c'est le devoir, c'est donc une promulgation qui est d'ordre déontologique et non plus d'ordre téléologique. Pour Aristote, la finalité et la théologie, c'est la vie bonne. Pour Kant, la déontologie, c'est ce que l'on doit faire ici et maintenant. Mais Paul Ricoeur ne va pas s'arrêter là, et il va faire un troisième niveau sur l'axe vertical qui est surplombant, c'est-à-dire après le niveau téléologique, après le niveau obligatoire, il va faire apparaître qu'il existe un troisième niveau, et ce troisième niveau de l'axe vertical, c'est celui qui constitue la norme éthique des actions humaines, la norme éthique des actions humaines en situation, ce qu'il va appeler le tragique de l'action, et là il va rejoindre ce que proposait déjà Aristote, c'est-à-dire la sagesse pratique, la phronésis. C'est là où le jugement moral se trouve confronté aux vicissitudes et aux situations particulières. En clair, c'est le tragique de l'action. Dans des circonstances particulières, le jugement selon la loi et selon la justice est plus difficile et il n'est plus réellement possible. Il reste alors l'intime conviction qui achève le parcours de la justice. La justice n'atteint sa plénitude complète et concrète qu'au stade de l'application de la norme dans l'examen d'un jugement en situation. La justice doit donc s'emparer en même temps de l'argumentation, qui est la logique du probable, et de l'interprétation, qui est la puissance de l'imagination. Et la puissance de l'imagination, qui apparaît ainsi chez Paul Ricoeur, va apparaître chez un autre auteur, qui est une femme américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, que probablement certains d'entre vous connaissent, et qui est encore vivante. On va donc passer de la période moderne de Paul Ricoeur à la période contemporaine. Quel est le cycle de réflexion que nous propose Martha Nussbaum? Elle nous dit tout simplement qu'à l'époque où nous vivons, après la mort d'Hannah Arendt, le problème qui se pose, c'est de former des citoyens. Tout simplement parce que la vie moderne, telle que nous la vivons, ne forme plus des citoyens. La vie moderne forme des consommateurs. Et les consommateurs ne sont pas des citoyens. Cette notion de vie bonne revient donc à un des concepts les plus utilisés par les moralistes, les philosophes, et on peut l'espérer, il pourrait redevenir un des concepts utilisés par le public éclairé. C'est l'occasion de s'appuyer donc sur les écrits de Martha Nussbaum, non seulement parce qu'elle s'appuie sur une lecture renouvelée encore une fois d'Aristote, on réinvente jamais le monde, on revient toujours à Aristote et à Platon, bien évidemment, non seulement à travers son dialogue permanent et critique avec John Rawls, parce que Martha va critiquer violemment John Rawls et sa théorie procédurale de la justice, mais surtout sur ce qui nous concerne maintenant par son implication dans les réflexions sur le système éducatif. Citons simplement un premier ouvrage essentiel en 1986, La fragilité du bien. Tout est déjà dans le titre, la fragilité du bien. Elle va ensuite développer la notion de capabilities, que certains d'entre vous doivent connaître également. On va traduire par les capacités, bien que ce ne soit pas exactement la bonne traduction. Et capabilities pour un monde plus juste, et c'est l'art d'être juste en 2015. C'est en fait une partie pratique qui va nous rapprocher du projet maçonnique que je souhaite évoquer ici. Elle a écrit très récemment, c'est paru au Princeton University Press, un ouvrage qui s'appelle Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. Le titre en français, c'est Comment former un citoyen pour le XXIe siècle, ça ne veut pas dire grand-chose. Le titre anglais est beaucoup plus précis. Non pour le bénéfice, ou non pour le profit argenté, pourquoi la démocratie nécessite-t-elle le retour aux humanités? Voilà quelque chose de fondamental. Le diagnostic que porte Martha Nussbaum, qui est aussi celui formulé par beaucoup de francs-maçons eux-mêmes, est celui de la crise silencieuse de l'éducation. Partout dans le monde, les universités s'intéressent à la contribution qu'elles peuvent apporter à l'éducation scientifique et technique mondiale. Il s'agit partout de doter les enfants de compétences que l'on pourrait mesurer scientifiquement pour les conduire à la réussite financière. La technologie seule est mise en avant, le progrès réside dans l'accroissement du produit national brut, la finalité de l'État se réduit à assurer la croissance,
C'est le modèle mis en place depuis les années 60 et qui est donc le modèle prédominant de nos jours. C'est le modèle que combattait déjà Hannah Arendt en 1951. Et pourtant, les résultats observés ne sont pas ceux attendus en matière de santé, en matière d'éducation, et surtout en termes de réduction des inégalités sociales et économiques. Je cite Martha Nussbaum, « Produire de la croissance ne revient pas à produire de la démocratie. Cela ne produit pas non plus une population saine, éduquée, où les chances de mener une vie bonne sont offertes à toutes les classes sociales. » Et pourtant, c'est ce que proposait déjà la Constitution américaine elle-même dans son préambule de 1787, et que je vais vous relire. Vous connaissez la Constitution américaine qui commence par « We the people ». Ça dit ceci: « Nous, peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite et établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, etc., etc. À nous-mêmes et à notre postérité. Tu choisiras la vie et la mort pour toi-même et pour ta descendance. » Il n'y a pas de différence entre ce que disait Deutéronome 30-19 et ce que dit la Constitution américaine. Assurer le bien-être général et les bienfaits, c'est bien de permettre à chacun de mener une vie bonne. Toute la réflexion de Martha Nussbaum est donc de déterminer comment une économie peut être un moyen au service des fins humaines et non pas une économie à sa propre service. Et c'est là où c'est la thèse qu'elle défend, mais c'est une thèse qui me semble tout à fait logique. C'est au niveau de l'éducation que va se jouer l'essentiel. Comment passer d'une éducation tournée exclusivement vers le commerce et vers le profit à un modèle d'éducation universitaire fondé sur ce que Martha Nussbaum appelle les arts libéraux. Les arts libéraux, on les appelle dans le domaine universitaire en France les humanités, mais on les appelle également les arts libéraux dans un discours célèbre franc-maçonnique qui s'appelle le discours de Ramsay. Il faut promouvoir et développer les arts libéraux. Comment assurer la participation active de l'enfant? Comment faire avancer les idées d'égalité des chances, d'accès? Les principales propositions avancées par Martha Nussbaum sont un peu les suivantes. Ce sont les capacités dont il a été question dans le domaine de la vie, de la santé, de l'éducation. Et Martha énumère très précisément les capacités qu'il faut faire susciter chez le citoyen. D'abord, la capacité de raisonner sur les questions politiques. Deuxièmement, la capacité de reconnaître ses concitoyens comme des personnes dotées de droits égaux. La capacité de se préoccuper de la vie des autres, et non pas simplement de gagner de l'argent. La capacité d'imaginer, quelque chose qui est fondamental. La raison ne suffit pas à faire le bonheur des gens, il faut en plus imaginer. Il ne faut pas oblitérer la raison, mais il faut avoir la capacité d'imaginer quelque chose de différent. Capacité de traiter les problèmes qui les comprennent avec les acquis de l'expérience. Capacité de juger la politique et les politiques. Capacité de penser au bien de son pays et pas seulement à son propre bien. Capacité de voir son propre pays, surtout qui est essentiel, comme une partie d'un ordre mondial plus complexe. La pensée de Martha Nussbaum est de faire en sorte qu'il faut faire des citoyens pour qu'ils deviennent des citoyens du monde. L'un des buts de la franc-maçonnerie qui est dans le discours de Ramsay, c'est de considérer que tous les hommes sont les membres d'une même nation et que cette nation, c'est la République universelle dont chaque famille est un enfant. Et on retrouve ici une corrélation très profonde entre la pensée de Martha Nussbaum et la pensée maçonnique qui vient du XVIIIe siècle. C'est donc sur cette base que l'école doit proposer un enseignement pour former les citoyens. Capacité de voir le monde, comportement sans notion de monde dans la faiblesse et la vulnérabilité de certains, capacité d'attention aux autres, promouvoir la responsabilité, promouvoir l'esprit critique et le courage d'élever une voix différente des autres. C'est tout le rôle de la pédagogie que préconise Nussbaum, pédagogie de type socratique, où le débat est fondamental, d'où la citation qu'elle a extrait du programme de classe de Rabindranath Tagore, dont elle était une fervente admiratrice. Rabindranath Tagore avait écrit vers 1915 dans son programme de classe « Notre esprit n'acquiert
pas la liberté véritable en accumulant des matériaux pour la connaissance et en acquérant les idées des autres, mais en formant ses propres critères de jugement et en produisant ses propres pensées. Ce que Rabindranath Tagore écrivait en 1915, c'est exactement ce que Erasme écrivait à son ami Carondelet en 1517, dans une lettre pour la nouvelle année, où il écrivait ceci: « Notre philosophie à nous, c'est paix et concorde, et cela ne peut se concevoir qu'à la condition de ne se prononcer que sur le minimum de domaines et de laisser à chacun le soin de se former son propre jugement, je cite de tête, de se former son propre jugement sur la plupart des problèmes. » Erasme 1517, Tagore 1915, vous voyez que quelques siècles ont passé, mais que la finalité est toujours la même. En matière de pédagogie, Martin Nussbaum va proposer de s'appuyer sur la réforme de Tagore en Inde et sur les travaux de Rousseau, bien évidemment, de Pestalozzi en Suisse, de Froebel en Allemagne, qui a inventé les jardins d'enfants, de Bronson Alcott en Amérique, de Horace Mann, que personne ne connaît bien, et pourtant Horace Mann a créé l'école obligatoire dans le Massachusetts en 1885. Et il a institué l'égalité des hommes et des femmes à l'école, toujours à cette période-là. Vous voyez qu'il était déjà très en avance sur son temps, et surtout de John Dewey au XXIe siècle, où toute la pédagogie est centrée sur l'enfant, et c'est surtout l'apport de Tagore que retient Martin Nussbaum avec l'expérience fondamentale de son école à Santi Niketan. Toute l'éducation était tournée autour de la capacité à faire par soi-même. Au fond, Martin Nussbaum propose de revenir aux humanités telles qu'on le connaissait à la Renaissance, et elle a repris cette phrase de Tagore. Pour Tagore, c'était l'utilisation des arts, et notamment des arts collectifs, comme la danse, comme le théâtre, comme la poésie, mais également comme la peinture, comme la musique, qui étaient des éléments essentiels pour acquérir l'imagination narrative, comme il l'appelait, qui permettait de comprendre l'autre et de se comprendre soi-même. Car toute la finalité de l'éducation que proposait Tagore et que propose Nussbaum, c'est de dégager cette imagination narrative pour comprendre l'autre et se comprendre soi-même. Et elle cite cette phrase de Tagore qui me semble fondamentale: « Il faut cultiver les yeux intérieurs des étudiants. » L'éducation artistique doit être articulée à l'éducation du citoyen du monde pour que chacun puisse appréhender les succès et les difficultés d'une culture différente de la sienne. Le rôle des arts est double: créer de l'empathie et promouvoir l'égale dignité humaine. Voilà ce que pensait Martin Nussbaum, qui pensait que pour les démocraties, celle que nous vivons aujourd'hui, celle qui est la nôtre en France, celle qui est la nôtre en Occident, celle qui est la nôtre aux États-Unis, le problème de l'éducation met les démocraties au pied du mur. Est-ce que nous continuerons à avoir une éducation centrée sur l'acquisition du produit national brut et sur la manière de faire du bénéfice, ou est-ce que nous reviendrons à une éducation qui prêche une certaine éthique, une certaine manière de mener une vie bonne? Alors, est-ce que la franc-maçonnerie, pour conclure, a quelque chose à voir avec tout cela? Oh, vous avez bien entendu les termes les plus essentiels: justice, vertu, éducation. Je voudrais simplement vous citer quelques phrases qui sont extraites de rituels maçonniques. Lorsqu'on accueille un profane dans une loge, on lui demande ceci, on lui demande ce qu'elle devait faire dans la loge, bien évidemment. En général, il ne sait pas répondre, ou il fait une réponse parfaitement convenue parce qu'on lui a dit que c'était ça qu'il devait répondre. Mais le président de l'atelier, le vénérable maître, lui dit cette petite phrase: c'est différent selon les rythmes, mais l'esprit est le même. Nous travaillons sans cesse à notre amélioration. Nous accoutumons notre esprit à ne concevoir que des idées d'honneur et de vertu. Faites abstraction du caractère un peu emphatique des phrases. Retenez simplement les mots honneur et vertu. C'est en réglant ainsi nos inclinaisons et ses mœurs que l'on parvient à donner à son âme ce juste équilibre qui constitue la sagesse, c'est-à-dire l'art de la vie. Le but de la franc-maçonnerie, l'un de ses premiers buts, c'est d'acquérir la sagesse, c'est-à-dire d'acquérir l'art de la vie bonne, bien évidemment. Ensuite, avant même que la cérémonie d'initiation ne commence réellement, on rappelle aux postulants quels sont les principes de la franc-maçonnerie. Les principes ne sont pas forcément ceux qu'on évoque dans de multiples ateliers. Il faut toujours se souvenir de ce qu'on a entendu ce soir-là et qu'on a oublié.
La franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes. C'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi: obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique. C'est là la totalité du programme maçonnique. Il n'y a rien d'autre. Et si quelque part on vous dit dans des ateliers, quels qu'ils soient, qu'il faut se préoccuper de problèmes métaphysiques, etc., n'en croyez pas un mot. La franc-maçonnerie, c'est ce qu'on vous dit le soir de votre initiation, avant même de commencer la cérémonie d'initiation. Obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable et travailler sans relâche au perfectionnement matériel, moral, intellectuel de l'humanité. C'est cela la franc-maçonnerie, et ça n'est rien d'autre. Et vous comprenez d'un seul coup que c'est exactement le sens des réflexions qui nous viennent d'Aristote, qui nous viennent de Ricoeur, et que Martha Nussbaum, qui à ma connaissance n'est pas une sœur d'une loge américaine, il n'y a pas de loge américaine féminine pratiquement, elle nous dit, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie s'inclut dans un vaste mouvement philosophique qui nous vient de l'Antiquité grecque, et quelque part nous disons que nous sommes les fils d'Athènes et de Jérusalem parce que nous sommes les héritiers de la loi hébraïque et de la raison grecque. C'est cela la franc-maçonnerie, et c'est la raison pour laquelle je me félicite que nous travaillons ensemble, Alliance israélite universelle et franc-maçonnerie, car cela est la vérité, et c'est sur ces paroles que je voudrais conclure. Je pense que la discussion peut être largement ouverte sur ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup Alain Noël pour cette conférence d'une grande richesse. Et pendant que nos amis réfléchissent à poser des questions sur l'onglet discuter, je vais peut-être prolonger parce que ton propos m'a effectivement beaucoup plu sur la distinction que tu as fait entre la justice et l'équité qui me semble fondamentale pour un franc-maçon. Et ça me faisait penser à un autre économiste que tu connais bien, mais que tu n'as pas cité, qui est Amartya Sen, prix Nobel d'économie, et qui lui-même a critiqué les théories précédentes de la justice selon Hobbes, Rousseau, Locke, Kant et même John Rawls, en disant globalement qu'elles étaient un peu trop théoriques. Il s'inscrit dans la modernité en y ajoutant une dimension économique. Et effectivement, cette notion de capacité que tu as citée avec Martha Nussbaum, et lui aussi pense qu'il faut donc combattre les injustices réelles. La justice, ce n'est pas seulement une théorie, mais il faut combattre les injustices réelles. Et ça me semble éminemment moderne au monde que nous allons bientôt découvrir, dans le monde numérique et technologique qui s'approche. Je crois que cette notion d'équité, que moi je définis comme les différences justes, me semble très important. Donc, je ne sais pas si... Amartya Sen, je voudrais simplement citer pour la petite histoire. En fait, parce qu'on a parlé de Rabindranath Tagore qui a fondé une école et qui a fondé une université en Inde, l'une des élèves de Rabindranath Tagore s'appelait Anita Sen, et c'était la mère d'Amartya Sen. Et quelque part, on peut voir très bien la filiation qui existe entre l'enseignement de Rabindranath Tagore et la mère d'Amartya Sen, et Amartya Sen lui-même et ses théories. Et dans les ouvrages de Rabindranath Tagore, il est fait référence à une femme qu'il considérait comme belle, comme vivante, comme une femme, quoi, une vraie femme. Et il ne la cite pas vraiment, mais c'était la mère d'Amartya Sen. Et pour terminer sur ce sujet, il me semble que Sen se situe non pas dans la tradition des Lumières de la franc-maçonnerie peut-être, mais en tout cas des Lumières écossaises, puisqu'il se situe plus dans la tradition d'Adam Smith, de James Watt, de David Hume, tous ces penseurs d'Édimbourg qui ont été les précurseurs aussi de quelque part dans les années 1750 de notre franc-maçonnerie que nous connaissons.